Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vigne, je suis une artiste plurielle et optimiste et aujourd'hui j'avais envie de revenir vers vous avec un petit point sur l'opération porte-monnaie zippé que j'ai commencé début 2020, dont je vous ai parlé au mois de janvier. On a déjà fait un petit point courant mars il me semble, où je vous avais parlé plutôt du côté psychologique autour de l'achat des objets, etc. Donc le côté remplir les besoins humains, le côté gestion des émotions, etc. Je vous avais parlé d'utiliser les échecs ou les tentations lorsqu'on essaie de limiter notre consommation et qu'on consomme quand même, pour essayer de comprendre les besoins qu'on essaye de combler ou les émotions qu'on essaye de remplir ou de gérer ou de fuir lorsqu'on achète. Et donc aujourd'hui, en plus, entre-temps, il y a eu le confinement avec la fermeture des magasins, etc. Donc ça apporte une coloration assez particulière à l'opération porte-monnaie zippé en 2020. Et du coup, je voulais vous faire un petit point. Donc petit point à 5 mois. Et cette fois-ci, on va pas parler de l'état d'esprit, tout ça, j'ai envie de vous parler des objets en eux-mêmes. Parce qu'on vit dans une société marchande, et que comme disait, je sais plus qui parlait de ça, c'était William Morris, je sais plus, mais un type au 19e siècle qui disait en fait c'est impossible de vivre en totale autarcie, parce que notre société est tellement complexe qu'on dépend de dizaines de milliers de personnes. C'est-à-dire que ce bijou, ce t-shirt là, cette chemise, cette tasse, tout ça dépend du travail de dizaines de milliers d'expertises en fait. De l'ingénieur qui a imaginé la forme du mug, tous ceux qui ont imaginé la texture, tous les gens qui l'ont conçu, les gens qui ont fabriqué les matières premières ou qui ont extrait les matières premières, les gens qui ont transformé les matières premières, les gens qui l'ont fabriqué, tous les gens qui ont fabriqué l'usine et les machines qui ont servi à fabriquer les transporteurs, les ingénieurs qui ont créé le bateau qui a permis de transporter ce machin jusqu'au Monoprix où je l'ai acheté, tous les gens qui gèrent le Monoprix, qui ont pu permettre... Enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Donc nous vivons dans une société marchande, nous vivons dans une société où nous achetons des objets et des services aussi, des compétences que nous n'avons pas nous-mêmes parce que nous ne sommes pas capables de vivre en autonomie. Donc à partir de là, en tant que personnes qui faisons partie de cette société, nous sommes bien obligés de consommer des biens, des services et des choses comme ça. Et donc du coup pour moi l'opération porte-monnaie zippé, c'est pas juste simplifier mon portefeuille, consommer le moins possible, m'empêcher de céder à la tentation, machin, c'est pas juste ça, enfin c'est pas ça du tout d'ailleurs. Pour moi c'est vraiment une manière de remettre les objets à leur juste place dans ma vie, donc ils vont pas remplacer des besoins, ils vont pas venir soigner des émotions désagréables que je suis en train de vivre, etc. Mais ils ont quand même une place dans mon quotidien, ces objets, je vais pas vivre par terre avec rien. Donc voilà, du coup, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. De comment j'utilise l'opération porte-monnaie zippé pour faire un petit peu le point sur la place des objets dans ma vie et comment je dépense mon argent, comment je choisis de dépenser mon argent, est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant me convient toujours ou pas, etc. etc. Et alors c'est un très vaste sujet, je ne vais pas vous parler de tout aujourd'hui, mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les 3 catégories que je me suis créées pour moi-même, pour essayer de mieux comprendre comment j'utilise les objets dans mon quotidien, la place qu'ils ont, pour pouvoir ensuite me demander si j'ai envie d'acheter tel ou tel objet, si j'ai envie de dépenser mon argent de cette manière-là, vraiment choisir comment je veux agir par rapport à ça. Donc ces 3 catégories sont les suivantes. La première catégorie, c'est ce que j'appelle le carburant de la vie. Donc ça c'est pas... J'ai fait exprès d'utiliser le mot carburant et pas d'utiliser des mots comme besoins fondamentaux ou nécessité ou choses comme ça, parce que je pars du principe que dans la société moderne, le carburant de la vie comporte des choses qui ne rentrent pas dans nos besoins primaires de manger, dormir, je sais pas quoi, et qu'il y a par exemple, il y a des choses comme la facture internet, la facture de téléphone, qui sont des choses qui sont absolument pas indispensables à la survie d'un individu, de la race humaine, mais qui dans la société moderne font partie du carburant de la vie, font partie des choses qu'on va payer tous les mois, des dépenses qu'on va engager pour avoir un certain mode de vie de la société moderne. Voilà, donc cette première catégorie, carburant de la vie, j'ai choisi d'y glisser toutes les choses qui me permettent de maintenir le mode de vie que j'ai aujourd'hui.
Donc tout ce qui est de l'ordre du loyer, tout ce qui est de l'ordre des factures, électricité, internet et que sais-je, tout ce qui est de l'ordre évidemment de la nourriture, des transports, le médical, la santé, et aussi tout ce qui est de l'ordre du quotidien de chez quotidien, quoi. Par exemple, je bois du thé, donc le fait d'avoir une théière, une boîte à thé, une bouilloire et un mug, ça fait partie du carburant de la vie. Pour moi, parce que je bois du thé. Et justement, je vais vous donner l'exemple du café pour vous expliquer la différence entre les 3 catégories. Donc si vous buvez du café et que vous ne disposez d'aucune machine à café du tout, aucun système qui permet de filtrer le café et de vous fabriquer une boisson de café, eh bien vous achetez une machine à café, quelle que soit la catégorie de machine, son prix, etc. Mais le fait d'avoir quelque chose qui vous permet de créer du café, c'est du carburant de la vie. Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi de classifier cette catégorie-là. Donc en fait, il n'y a pas des objets qui sont objectivement du carburant de la vie ou pas, ça dépend de votre mode de vie, ça dépend de où vous vivez, ça dépend de ce que vous faites au quotidien, ça dépend, voilà, ça dépend de toutes ces choses-là. Évidemment, ça dépend de ce que vous avez déjà ou pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de machine à café, mettons vous emménagez dans un nouvel appartement et vous buvez du café, vous n'avez pas de machine, vous en achetez une, pour moi c'est une dépense que je classifierais dans le carburant de la vie. Mais si vous avez déjà une machine à café, vous voulez en racheter une, du coup c'est pas du carburant de la vie. Ce qui m'amène à la deuxième catégorie, qui est la catégorie de ce que j'appelle le pratique. Donc le pratique c'est quoi? Ce sont des choses qui simplifient la vie, qui rendent la vie plus facile, plus pratique. Ça marche mieux comme ça, et ça nous simplifie quand même vachement les choses, ça nous rend les choses quand même vachement plus agréables. Donc ce que je vais rentrer dans le pratique par exemple, ça va être l'ordinateur qui commence à ramer de fou, il s'allume encore, il marche encore, mais il rame de dingue à chaque fois que j'exporte une vidéo YouTube, et il se trouve que je crée des vidéos YouTube toutes les semaines, donc ça va être pratique soit de racheter des barrettes mémoire si c'est un ordinateur qui permet ce genre de choses, soit de changer l'ordinateur malgré le fait que j'en ai déjà un et qui fonctionne déjà, parce qu'il commence à être vieux et que ça va être plus pratique d'avoir un ordinateur plus récent. Ça va me simplifier la vie, ça va faire que mon édition de vidéo va être beaucoup plus rapide, je vais gagner du temps. Vous voyez, c'est ça ce que je qualifie des objets pratiques. Donc par exemple, pour cet appartement qui est sur plusieurs étages, on a acheté un aspirateur. Alors c'était à la fois carburant de la vie et pratique parce qu'on n'avait plus d'aspirateur, mais on a choisi un aspirateur sans fil là, qui est tout fin, un Dyson machin truc là, qui coûtait très cher d'ailleurs. Mais on a choisi celui-là plutôt qu'un aspirateur moins cher, plus gros, avec son câble, avec son machin, parce que c'était beaucoup plus pratique quand on a des escaliers et des étages, d'avoir un aspirateur qui se recharge et de ne pas avoir de fil et de ne pas avoir à les rebrancher, etc. Donc on aurait pu faire avec un aspirateur entrée de gamme, mais on a choisi un aspirateur comme ça, donc rechargeable sans fil, parce que c'était plus pratique. Ça rendait le moment de ménage hebdomadaire, d'aspirateur hebdomadaire dans l'appartement beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Ce sont les achats pratiques. Donc pour en revenir à l'exemple de la machine à café, mettons que vous avez une machine à café, mais vous avez une grande famille et c'est une toute petite machine que vous aviez achetée, enfin toute petite, mettons French Press que vous aviez acheté quand vous étiez célibataire, et que maintenant il y a 4 cafés à faire tous les matins, et que du coup la machine elle est un peu petite, et que en gros faut les faire l'un après l'autre et c'est pas pratique. Bah, le fait d'aller acheter une machine plus grande, une machine à café filtre ou que sais-je, et bah, ça va être un achat pratique. C'est pas indispensable, on peut attendre, chacun fait son café à son tour, mais c'est quand même plus pratique d'avoir une machine à café qui a la bonne taille. Ou ça peut être la machine à café qui commence à fuir, alors c'est pas dangereux, mais c'est chiant parce qu'il faut passer l'éponge après à chaque fois. Et du coup ce serait plus pratique d'avoir une machine à laver qui ne fuit pas, une machine à café, mais ça marche aussi pour la machine à laver. C'est quand même vachement pratique d'avoir une machine à laver qui ne fuit pas. Voilà, donc ça c'est la deuxième catégorie que je me suis identifiée pour moi-même, qui est la catégorie des objets pratiques. Je n'en ai pas besoin parce que j'ai déjà quelque chose qui fait l'affaire à la maison, mais quand même ça me rendrait la vie vachement plus facile. Et la troisième catégorie d'objets que je me suis créée pour moi-même, ce sont les achats plaisir. Et donc là ce n'est pas indispensable,
Alors ça peut être pratique, mais ça facilite pas plus que ça la vie, ça change pas grand chose. Mais par contre, ça me fait vachement plaisir de l'acheter quand même. Et donc le principe de ces objets-là, ça va être, pour reprendre l'exemple de la machine à café, j'en sais rien, ça peut être, j'ai déjà une machine à café dans la cuisine, mais moi je travaille beaucoup dans mon atelier qui est au sous-sol, et plutôt que de remonter faire un café à chaque fois, je me fais plaisir et je m'achète une machine à capsule pour la cave. Alors ça pourrait être un peu à mi-chemin entre pratique et plaisir ça, mais ça va m'amener à la question suivante qui est que les frontières sont très floues entre les trois catégories, on va y venir. Ou ça pourrait être par exemple, je sais pas moi, ma machine à café c'est un vieux truc en plastique blanc qui a jauni, c'est moche, elle fonctionne très bien mais elle est très moche. J'ai envie de m'acheter une jolie machine à café rouge pour aller avec les autres appareils électroménagers de ma cuisine. Ça c'est clairement un achat plaisir. On se fait plaisir avec quelque chose de plus joli pour avoir une cuisine plus agréable, mais il n'y a aucune utilité là-dedans, c'est pas plus pratique et c'est pas indispensable. Voilà, donc ça c'est les trois catégories d'objets que je me suis imaginé pour moi-même. Pourquoi j'ai fait ça? En fait j'ai fait ça par rapport au fait que je vous ai expliqué que ma valeur principale, ma valeur guide dans cette opération de porte-monnaie zippée, c'est l'intégrité. Donc ça veut dire d'aborder les choses avec honnêteté vis-à-vis de moi-même et de pas me raconter des conneries pour me persuader moi-même de m'acheter un truc alors que c'est pas autorisé ou je ne sais quoi. À un moment, je suis adulte, cette expérimentation je la fais pour moi-même, pour apprendre à avoir un meilleur rapport avec les objets, etc. Donc ça sert à rien de se mentir à soi-même. Moi c'est comme ça que j'ai décidé d'aborder les choses, et du coup je me suis dit que j'avais envie d'être très claire avec moi-même sur à quoi me servent ces objets. C'est de ne pas me mentir sur le fait que si c'est indispensable parce que t'as vu, je fais ça tous les jours et puis tu comprends. Non, de me dire honnêtement, écoute Florie, des carnets, des carnets t'en as déjà 50, t'en as absolument pas besoin. Ce carnet-là, il est magnifique. Tu as envie de te faire plaisir et de te l'acheter, donc c'est un achat plaisir. Ce n'est pas un achat carburant de la vie, et ce n'est pas un achat pratique, tu as envie de te faire plaisir. Et du coup, à partir du moment où ce truc-là il est très clair, je peux me poser les vraies questions, plutôt que de me raconter une histoire pour essayer de me convaincre moi-même d'acheter un truc. C'est de regarder le truc en face en fait, de me dire ok, si j'achète ce carnet ce serait un achat plaisir, est-ce que j'ai envie de dépenser ces 25 €, parce qu'évidemment, carnet achat plaisir, c'est jamais des carnets Emma à 2 €. Hein. Est-ce que j'ai envie de dépenser ces 25 € là dans un carnet ou pas? Est-ce que j'ai envie de me faire plaisir avec ça, ou est-ce que j'ai plutôt envie d'économiser pour me faire plaisir à partir en week-end plus tard, ou est-ce que j'ai envie de me faire plaisir en m'achetant, mettons, une bouteille de champagne avec 25 €, une demi-bouteille avec 25 €, ou est-ce que j'ai plutôt envie de garder cet argent et de le mettre de côté parce qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur pour lesquelles j'ai envie de mettre de côté, parce que j'ai envie d'investir dans mon entreprise, parce que j'ai envie de faire ci ou de faire ça, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie d'aller voir ma famille, peu importe. Mais en gros, ça permet de se poser les vraies questions en fait. Ça permet de se regarder en face, entre guillemets, de se dire ok, cet objet-là, c'est à ça qu'il sert. Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser cet argent là-dedans? En tout cas, moi, c'est ma manière de faire. Je trouve que ça apporte beaucoup plus de rationnel en fait, et que ça remet les objets à leur place. C'est-à-dire qu'on va reprendre l'exemple du carnet à 25 € là. Au lieu de me dire ah mais quand même, j'ai eu un mois difficile, puis c'est le confinement, puis je suis frustrée, et quand même, et puis de toute façon je suis une écrivaine de fiction, du coup j'utilise beaucoup de carnets dans l'année, ce qui est vrai, hein, j'utilise beaucoup de carnets dans l'année, du coup ce carnet là c'est gna gna gna. Non mais là, enfin, comment expliquer? Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi ce genre de discours là, ce sont des choses que je me raconte souvent, surtout depuis que je pratique la simplicité et que du coup je ne veux surtout pas de dissonance cognitive dans ma tête. Je vais me raconter ce genre d'histoire. Et au final c'est de ces achats là que je retire pas vraiment de plaisir et que je retire pas vraiment de bonheur au final, parce que soit je vais m'en vouloir, parce que, comme je vous expliquais quand j'ai commencé l'opération porte-monnaie zippée début 2020, je vais faire mes comptes et je vais me rendre compte que j'ai beaucoup plus dépensé que ce que j'aurais voulu dans telle ou telle catégorie, et du coup je m'en veux, parce que du coup j'ai pas dépensé mon argent là où j'aurais voulu le dépenser, ou je n'ai pas gardé mon argent là où j'aurais voulu épargner pour des choses qui comptent pour moi. Ou bien je vais me sentir mal, parce qu'au final, au bout d'un moment, on le sait quand on se raconte des histoires à soi-même, on le sait quand on se ment à soi-même. Et du coup je me suis dit que c'était beaucoup plus honnête en fait, et beaucoup plus sain finalement, encore une fois pour moi-même, hein, je parle vraiment de mon expérience personnelle,
pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus sain de me dire « Ok, j'ai un budget plaisir. Je vais prendre 25 € de ce budget plaisir pour m'acheter ce carnet parce que j'ai décidé de me faire plaisir et que je l'assume et que je le fais et qu'après je suis trop contente d'avoir ce carnet et je me fais plaisir avec sans culpabiliser parce que dès le départ c'était prévu comme être un achat plaisir qui est parti du budget plaisir et que c'est très clair et c'est très honnête et il n'y a pas de culpabilité. Alors que si je me le suis acheté, entre guillemets malgré moi-même, en me racontant des histoires parce qu'en fait j'ai des émotions à calmer ou j'ai je sais pas quoi, et que quelque part je regarde pas en face le fait que bah non en fait je voulais juste me faire plaisir, bah en général j'ai tendance à regretter ces achats là parce qu'en plus j'ai tendance à à moins utiliser mon cerveau rationnel pour prendre la décision et à plus utiliser mon cerveau un peu émotionnel ou instinctif et à peut-être plus facilement faire un achat qui va être impulsif et du coup le regretter parce que je me rends compte que ça me fait pas tellement plaisir que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je conscientise le fait que c'est un achat pour me faire plaisir, là je peux me poser la question, est-ce que j'ai envie de me faire plaisir avec ça? Est-ce que ça va vraiment me faire plaisir sur le long terme? C'est un peu la même chose que avec le rapport à la nourriture par exemple, le fait de bouffer super vite devant le frigo un truc de Nutella en se disant non mais là c'est juste parce que je suis pas bien, je me remets dans le droit chemin demain, etc. Et ben on va pas du tout avoir le même rapport psychologique à la cuillère de Nutella en question que lorsqu'on se dit là j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'apporter quelque chose de gras, de plaisant à mon corps et du coup je vais m'asseoir, je vais prendre un bout de pain, je vais prendre un bout de Nutella, je vais me mettre un petit thé, je vais mettre une série sympa et je vais déguster ma tartine de Nutella pour me faire plaisir. Je sais que c'est pas nutritif mais je choisis de le faire en conscience. Et ben il n'y a pas du tout, du coup c'est pas du tout la même expérience en fait. Et j'ai constaté ça donc je sais pas si le parallèle est très parlant pour vous, mais voilà, je me suis dit qu'en séparant mes objets dans ces trois catégories-là, ça me permet d'être beaucoup plus au clair et beaucoup plus honnête avec moi-même sur pourquoi j'achète ces choses-là. Et donc, c'est utile pour plusieurs choses. Par rapport au carburant de la vie, c'est utile parce que ça va me permettre, moi j'espère bien avoir ça sur l'année 2020, après en moyenne, de voir en moyenne combien je dépense par mois, ne serait-ce que pour maintenir mon mode de vie tel qu'il est. Sans me faire plaisir, sans les achats pratiques, sans les machins, vraiment la base de la base. Si tous mes revenus s'effondraient du jour au lendemain, si je voulais maintenir mon mode de vie, il me faudrait combien? Et ça c'est utile à savoir, même pour des raisons pratico-pratiques, lorsque vous allez chercher un nouvel emploi, lorsque vous allez réfléchir à vous mettre à temps partiel, toutes ces questions-là, bah, ça peut être sympa de savoir combien vous dépensez tous les mois en base de la base. Et ça permet aussi de remettre en question la base en question, parce que comme je vous disais, c'est pas besoins humains fondamentaux, c'est carburant de la vie. Donc en fonction des habitudes qu'on a prises au fil des années, le carburant de la vie peut monter, monter, monter sans qu'on s'en rende compte. Donc ça peut aussi ramener la question à, encore une fois dans une démarche de simplicité, etc. et d'écologie, etc. Est-ce que j'ai envie que par défaut je consomme autant chaque mois pour maintenir mon niveau de vie? Est-ce que peut-être j'ai envie de réfléchir à un mode de vie un peu plus sobre? Donc ça peut être la base de cette question-là, en ce qui concerne le carburant de la vie, ce qu'on qualifie de carburant de la vie. Pour tout ce qui est achat pratique, ça permet de se poser des questions sur quel est mon quotidien, est-ce que mon quotidien est pratique tel qu'il est, est-ce que ça me convient finalement que la machine à café par exemple soit pas tout à fait la bonne taille, parce qu'on fait 2 tasses ou des tasses plus petites, c'est pas très grave, ou bien est-ce que c'est vraiment un truc qui me donne une épine dans le pied. Moi je trouve que les achats pratiques ça permet vraiment de réfléchir à nos routines quotidiennes, à nos habitudes quotidiennes et à voir qu'est-ce qui nous saoule vraiment et puis qu'est-ce qui est finalement pas très grave quoi. Et ça permet justement de choisir ce moment, encore une fois avec un état d'esprit de simplicité. Moi je sais qu'un des trucs que j'ai le plus de mal à déterminer, c'est à quel moment changer quelque chose qui commence à montrer de sérieux signes de faiblesse. Donc je donne l'exemple de l'ordinateur, c'est typiquement le genre de truc. Ordinateur, téléphone portable, c'est le type de truc que j'ai envie de faire durer le plus longtemps possible pour des raisons de simplicité, pour des raisons écologiques, pour toutes ces raisons-là. Et c'est là que je trouve intéressant de rentrer cet objet dans la catégorie des achats pratiques. Et par exemple, si je change de téléphone juste parce que le nouveau il est plus beau, en ce qui me concerne, ça ne me fera pas changer de téléphone. Parce que pour moi, avoir un nouveau téléphone qui est beau, c'est pas ça qui va me faire plaisir, je préfère m'acheter un carnet. C'est pas le même prix. Je préfère m'acheter 15 carnets. Alors que, après, quand on réfléchit d'un point de vue pratico-pratique,
quel est mon seuil en fait? À partir de quel moment, là, le machin qui est trop lent, qui se met plus à jour, qui me donne plus accès à aucune app, où je perds 1 heure par jour à lancer le machin et à ce qu'il prenne vachement de temps, là ça commence à peser et là du coup je le mets dans les achats pratiques. Voilà, donc cette deuxième catégorie achats pratiques, moi ça m'aide beaucoup. Pareil, à regarder en face un petit peu mon quotidien et à me dire qu'est-ce qui là me lourde vraiment, puis ça permet d'économiser du coup. C'est-à-dire que si je me rends compte que mon ordinateur ou mon téléphone, puisque là c'est des grosses dépenses en plus, commence à montrer de sérieux signes de faiblesse et que pour des raisons pratiques, il y a un moment donné où je vais vouloir le changer parce que je vais vouloir me simplifier la vie, parce qu'encore une fois les objets sont censés nous apporter de la valeur, nous être utiles, ils sont pas censés être déboulés à notre pied quoi. Ben, ça va permettre peut-être de mettre de l'argent de côté en se disant là je sens que ce truc là il y a un moment donné où ça va rentrer dans la catégorie achat pratique et autant que je l'anticipe quoi. Et puis ça permet aussi de se poser des questions sur soi-même et son style de vie, puis ce qui est important pour nous, et ce qui est pratique pour nous, ce qui est agréable pour nous, etc. Parce que pour moi c'est une grosse partie de la simplicité ça, c'est d'avoir une vie qui est plus agréable en fait, un intérieur un peu plus épuré, des objets qui sont plus adaptés à nos besoins, à nos modes de vie. C'est ça pour moi les achats pratiques, c'est de réfléchir à quel type de manière de faire, quel type d'objets seront les plus adaptés à nos besoins et à nos modes de vie. Et enfin la troisième catégorie, je vous en ai parlé avant, les achats plaisir, ça me permet de bien regarder en face quand j'achète un truc pour me faire plaisir et de conscientiser ça et de me dire est-ce que j'ai envie de me faire plaisir avec ça maintenant? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de dépenser mon argent? Est-ce que c'est vraiment ça qui me ferait le plus plaisir dans la situation actuelle? Peut-être pas. Donc voilà, je trouve que en tout cas dans tous les cas ça rend les choses beaucoup plus entre guillemets saines. Et je voulais vous en parler maintenant parce que avec le confinement, avec le fait qu'il a fallu faire des choix, on n'a pas accès à tout, c'est moins facile en fait de pouvoir acheter ce dont on a besoin ou ce qu'on veut ou ce qui est pratique. Et d'avoir ces trois catégories-là, ça m'a permis de regarder aussi en face le niveau de besoin que j'ai de l'objet parce que je voulais limiter ma consommation le plus possible, non seulement pour l'opération porte-monnaie zippée, mais aussi pour éviter de mettre en danger la vie des livreurs, ce genre de choses-là. Enfin, plus pour des raisons du coup éthiques, écologiques et compagnie. Mais du coup, c'est une réflexion que j'ai trouvée intéressante. C'est pour ça que j'ai voulu la partager avec vous. Et c'est une réflexion et une classification que j'ai bien l'intention de continuer à pratiquer au-delà de tout ce qui est confinement et compagnie et pour le reste de mon opération porte-monnaie zippée. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Comme d'habitude, je sens que c'est une vidéo super longue. J'espère qu'elle vous a été utile, que vous l'avez appréciée. Si vous avez des remarques, des questions, des idées, quoi que ce soit à partager sur le sujet, n'hésitez pas à le faire en commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux commerciaux, je suis Floryteller, ou bien si vous préférez me contacter en privé, vous pouvez le faire par mail sur hello@floryteller.com. En attendant, j'espère que votre opération porte-monnaie zippée se passe bien si vous avez lancé le défi en même temps que moi. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!